FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Sept personnes ont péri dans un accident de circulation sur la nationale numéro 1 à hauteur de Matadi-Kibala. À l'origine de cet énième drame dans ce quartier de Mongafula, la collision de deux camions bennes en provenance du Congo central. Tshisekedi attendu ce week-end à Isiro pour clore l'année jubilaire du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse minorité Nengapeta, une figure importante de l'église catholique en RDC. Top Congo FM. Rupture de stock de produits pétroliers à Kisangani. Plusieurs dizaines de camions citernes se trouvent bloqués sur la route nationale numéro 4 au point kilométrique 170 délabré. En cette période pluvieuse, le ministre provincial des ITPR parle plutôt de spéculation et mauvaise foi des distributeurs. Top Congo FM. Et puis, Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames 2024, entrée en lice réussie pour la RDC. Les Léopards ont étrié l'Ouganda sur le score de 38-11 dans un gymnase du Stade des Martyrs, complètement acquis à leur cause. Les Congolaises sont leaders de leur groupe avant d'affronter le Cameroun ce soir à 18h. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Lukoki. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'information sur Top Congo FM. Encore des morts sur la nationale numéro 1 à hauteur de Matadi-Kibala. 7 personnes ont péri cet avant-midi dans ce quartier de Mongafula. À l'origine de cet énième drame, la collision de deux camions bennes en provenance du Congo central. Selon le porte-parole de la police ville de Kinshasa, un des véhicules en panne de frein a fini sa course sur l'autre. On dénombre également bien de dégâts matériels. Major Alphonse Landou indique que pour l'instant, les deux chauffeurs sont en fuite. On l'écoute, il a été joint au téléphone par Myriam Boketchou. Aux environs de 9h50, il y a eu un accident de circulation routière au croisement de la route de Matadi et l'avenue de la 3e République, quartier Matadi-Kibala, dans la commune de Mongafula, où des camions bennes de marque Hino sont entrés en collision. Il y a un camion et l'autre qui avait commis une panne de frein est venu terminer la course sur le véhicule qui était en stationnement. Bilan de l'accident, il y a 7 tués, dont 5 femmes et puis 5 blessés graves. Les blessés sont admis au centre médical Promedi, tandis que les 7 personnes décédées sont acheminées à la morgue de l'hôpital général de Kinshasa. Le commissariat urbain de Mongafula et le service de la police de circulation routière sont à pied d'œuvre pour que la circulation puisse être fluide. Où se trouvent les chauffeurs de ces véhicules accidentés? S'agissant des chauffeurs, sont en fuite. Donc nos services de la police sont en alerte pour pouvoir les rechercher et puis qu'ils répondent de leurs actes. Et dans ce registre de mauvaises nouvelles encore, plusieurs familles de Boma au Congo central ont passé la nuit à la Belle Étoile. Cela a fait suite aux inondations provoquées par les fortes pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région mercredi 27 novembre. Les quartiers situés le long de la rivière Kalamou, tels que Mbangu, Sinaï, kilomètre 3, ainsi que certaines zones le long du boulevard Joseph Kabila sont touchés. De nombreuses infrastructures sont inondées, paralysant la circulation sur les principales artères de la ville. On y reviendra. Et puis la route qui relie Maluku au port Ngafura, coupée en deux après les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale la nuit dernière. Cette route d'importance capitale permet de ravitailler Kinshasa en biens de première nécessité. Contacté par notre rédaction, Alexis Mampa, bourgmestre de Maluku, s'est dit préoccupé par cette situation et appelle le gouvernement central à intervenir, toute affaire cessante. On l'écoute au téléphone de King Munga. Donc, au moment où je vous parle, la route qui mène vers Ngafura, donc il est vraiment dans un état là vraiment déplorable. Donc, il n'y a pas moyen, même pas les piétons n'arrivent même pas à passer par là, tout ça. Donc, ça ne va pas.
La population sont dans l'inquiétude. Hein. Ils s'inquiètent beaucoup parce que cette route-là, c'est la route qui permet aux denrées alimentaires de ravitailler la ville de Kinshasa. Maintenant, il n'y a pas moyen même de véhicules de descendre là-bas, même des personnes en pied, pas moyen de descendre là-bas. Donc, c'est pour cela nous courons vers l'autorité compétente de venir nous secourir le plus vite possible pour que la circulation reprenne. C'était là donc le bourgmestre de la commune de Maluku. Je vous le disais en ouverture de ce journal, Félix Tshisekedi est attendu ce week-end à Isiro pour clore l'année jubilaire du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Honorité Negampeta, une figure importante de l'église catholique en RDC. Après Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Uélé, le président de la République devrait se rendre à Buta, chef-lieu de la province du Bas-Uélé, dans le cadre de sa tournée d'itinérance. Pendant ce temps, il faut dire que c'est le branle-bas le combat dans la ville d'Isiro. Les forces vives, partis politiques, autorités coutumières et organisations de la jeunesse se mobilisent pour lui réserver un accueil chaleureux. Pendant ce temps, on se bouscule dans des états-majors des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation pour mobiliser les militants. On fait le point avec Alain Panguimo, correspondant de Top Congo dans la province du Haut-Uélé. Partis politiques, autorités coutumières, forces vives et les organisations de la jeunesse s'activent. Le seul message reste l'unité et appel à la mobilisation pour accueillir le président de la République à Isiro. Le même message est relayé dans la ville et dans tous les 6 territoires du Haut-Uélé. Depuis quelques jours, le gouvernement provincial accélère les travaux d'urbanisation de la voirie urbaine et la modernisation de l'aéroport d'Isiro-Matari et dont les travaux évoluent à la vitesse de croisière. Les structures de la jeunesse, ainsi que les états-majors des partis politiques membres de l'Union sacrée, se mobilisent pour réserver un accueil délirant au chef de l'exécutif national. Le gouverneur Jean Bakomi Togambou a effectué plusieurs descentes sur terrain afin de mobiliser sa base, les épouses des militaires, la police nationale congolaise, mais aussi les femmes paysannes et maraîchères, à travers les 3 communes de la ville d'Isiro. D'ores et déjà, les partis politiques ont installé les calicots avec les effigies du chef de l'État à l'entrée de l'aéroport et dans tous les coins stratégiques de la ville. Le général Christian Kongolo Kambali, commissaire provincial de la PNC Haut-Uélé et son collègue Moukalengoy François, commandant secteur opérationnel Uélé, ont renforcé de plus en plus les dispositifs sécuritaires situés dans toutes les entrées et sorties de la ville d'Isiro. Les patrouilles mixtes police FRDC sont également organisées pour sécuriser la population et les pèlerins qui sont venus participer à la commémoration du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Honorité Negampeta Marie Clémentine prévu le 2 décembre à Isiro. Signalant par ailleurs que le diocèse d'Isiro-Niangara va accueillir des milliers de pèlerins et prélats catholiques qui viennent de la RDC et de l'étranger pour participer à ces grands événements spirituels. Depuis la ville d'Isiro, Alain Panguimo, Top Congo FM. Lancement ce jeudi de l'opération d'interpellation des véhicules en mauvais état à Kinshasa. Sur plusieurs artères de la ville, le commissariat provincial de la police a déployé des éléments annoncés lundi dernier par le chef de la police de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba. Cette opération vise à extirper de la circulation ces engins qui ne respectent pas les normes et qui seraient également à la base des embouteillages. Pour le commandant de la ville, après le moratoire accordé, ces véhicules en mauvais état sont voués à la casse. Ils exigent 34 mois de salaire ainsi que leurs indemnités de sortie impayées jusqu'à ce jour. Les ministres provinciaux de la législature passée, soit de 2018 à juillet 2024, dénoncent la mauvaise foi du gouvernement central. Et réunis en collectif des ministres provinciaux de RDC, ils ont fait une déclaration jeudi pour faire entendre leur voix à Kinshasa depuis plus de 5 mois pour faire le suivi du dossier relatif à leur salaire. Ils indiquent que toutes les démarches menées n'ont pas abouti. Ils ne sont pas reçus par les personnes qui pouvaient répondre à leurs revendications. Aaron Kachimou est le rapporteur adjoint du collectif des ministres provinciaux de RDC. Il est au micro de Mamichela. Nous, ministres provinciaux de la République démocratique du Congo, réclamons auprès de l'État congolais le paiement de nos 34 mois d'arriérés de salaire, hormis le frais d'installation et les indemnités de sortie. Ceci est le résultat de la mauvaise foi du ministre des Finances et de l'indifférence, si pas de l'inhumanisme de la Première ministre, qui refuse de trouver solution à nos revendications. Contrairement aux députés provinciaux, qui n'ont presque plus d'arriérés, il est désolant de constater qu'en tant que mobilisateurs des recettes que nous sommes, nous puissions faire objet d'une discrimination salariale sans fondement. Nous sollicitons l'implication du président de la République, chef de l'État, dans cette affaire, afin qu'une solution soit trouvée.
Les régies financières ont dépassé leurs assignations de 103,9% et mobilisé un peu plus de 21 000 milliards de francs congolais entre janvier et octobre 2024. L'annonce est du comité de mobilisation des recettes présidé par le ministre des Finances Doudou Fwamba. Cette réunion a connu la participation de l'inspecteur général des finances du COREF et des experts du ministère des Finances. Hormis ces personnalités, des responsables des régies financières, notamment le directeur général de la Direction générale de douane et accises, le directeur général de recettes administratives et domaniales, ainsi que le directeur général adjoint de la Direction générale des impôts y ont également pris part. Et puis le comité de pilotage du FONARED, Fonds national pour la réduction des émissions provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts, s'est réuni ce mercredi 27 novembre 2024 à Kinshasa pour la première fois sous le nouveau gouvernement souminois présidé par le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï. Cette rencontre avait pour thème forêt de RDC, poumon du monde, mobiliser et agir pour un développement durable. L'occasion de faire le point sur les avancées du FONARED et de discuter sur des priorités du gouvernement en matière de mobilisation des recettes climatiques. Une réunion marquée par la présence de plusieurs ministres et partenaires internationaux, soulignant l'importance du capital forestier de RDC dans la lutte contre le changement climatique. Réunion dirigée par le ministre des Finances Doudou Fwamba. Paiement du troisième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP de l'exercice fiscal 2025, revenu 2024. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts ainsi que des sièges modernisés des directions provinciales des impôts que conformément à la législation fiscale en vigueur, ce paiement intervient le samedi 30 novembre. Les contribuables assujettis sont invités à souscrire leur déclaration dans le délai. Et puis, il y a 3 ans que le groupe AFD, Agence française de développement, s'engageait à investir d'ici 2025 500 millions d'euros dans divers secteurs prioritaires de RDC. Où en sommes-nous dans la mise en œuvre du protocole d'entente signé à l'occasion? En mission d'évaluation à Kinshasa, Philippe Orliange, directeur exécutif des géographies à l'AFD, se dit particulièrement satisfait des résultats obtenus en santé, éducation, infrastructure ou encore énergie. On l'écoute. Alors sur la partie bilan, on s'était engagé sur 500 millions d'euros de financement. On a dépassé l'objectif, on est à 550 à peu près. Donc ça, du point de vue du volume qui correspond à l'engagement politique, c'est un bon résultat. Et puis surtout, c'est un bon résultat du point de vue de ce que ça va signifier pour la RDC, pour ses habitants, là où il y a des financements de l'AFD en termes d'accès à l'électricité, les pistes rurales pour les populations de Cabinda, l'aide à la scolarisation des filles dans l'Est. C'est des choses très concrètes. Les chiffres, ça ne parle pas forcément toujours aux gens, mais ça a toujours une réalité. Vous avez cité pas mal de secteurs. Ouais. Moi, j'aimerais en prendre 3. Je prends l'éducation, je prends la santé et je vais prendre les infrastructures. Vous savez combien c'est important pour notre pays. Alors, quels effets, de façon concrète, ce protocole a eu donc sur ces 3 secteurs? Par exemple, dans l'éducation, on a, à travers les programmes qu'on a déployés dans l'Est du Congo, où il y a à la fois la population résidente et puis la population qui a été déplacée du fait de la guerre, 130 000 élèves qui ont eu accès à une éducation de qualité. Et sur ces 130 000, une majorité de filles, une majorité de déplacés. Si on regarde l'accès à l'électricité dans la province de Cabinda, 120 000 habitants, grâce au financement de l'AFD, ont accès à l'électricité. C'est pas mal. C'est très tangible. Si on regarde les infrastructures, 17 ports fluviaux modernisés grâce au financement de l'AFD, 21 marchés territoriaux modernisés grâce au financement de l'AFD. Et quand on dit créer des pistes rurales, ça veut dire permettre à des ménages ruraux d'exporter leur production et d'accéder plus facilement à ce dont ils ont besoin pour leur subsistance ou pour l'agriculture. Donc c'est très concret. C'était là donc Philippe Orliange, directeur exécutif des géographies à l'Agence française de développement.
Mise en œuvre du projet Grand Inga, les organisations de la société civile déplorent l'opacité qui caractérise ce projet. Réuni à Kinshasa dans un atelier, ces structures ont rappelé aux autorités congolaises la nécessité de rendre publics les documents officiels en rapport avec Grand Inga. Elles estiment qu'il n'est pas normal qu'aucun document d'un projet de cette envergure n'ait été publié depuis. C'est dans ce sens que CODED, Centre congolais pour le droit du développement durable, et CORAP, coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes, salue l'initiative de la proposition de loi sur l'accès à l'information. Ils promettent de déposer au président de l'Assemblée nationale leurs propositions en rapport avec cette loi. On se rend à Kisangani où il y a rupture des stocks de produits pétroliers dans la plupart des stations-service. Les distributeurs attribuent la situation au délabrement de la route nationale numéro 4 en cette période pluvieuse. Plusieurs dizaines de camions citernes se trouvent bloqués au point kilométrique 170. Cependant, le ministre provincial des ITPR, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, parle lui de spéculation et de mauvaise foi de ces distributeurs. L'IKK Balambo promet une fois de plus un contrôle des stocks dans ces différentes stations avant d'envisager des sanctions en l'endroit des récalcitrants. On l'écoute au micro de Godlive Mondo. C'est notre promo. C'est une route à une importance très capitale. Très capitale, c'est pourquoi le chef de l'État lui-même est en train de veiller sur la faisabilité de cette route-là. Il y a ce que moi j'appelle dans notre pays de mauvaise foi. La clairvoyance du gouvernement provincial avec la descente avec le gouverneur en intérim vice-gouverneur pour vérifier les différents dépôts d'arrêt et aussi des stations pour regarder réellement s'il n'y a pas de stock. On a trouvé qu'il y a des stocks, mais c'est juste qu'il y a des mauvaises foi. Ce qui arrive, c'est la volonté des autorités. Or, ce sont des choses naturelles que les autorités sont déterminées à trouver une solution. Mais je rassure la population. Nous sommes à la fin de l'année. À très bientôt, avant le 20 décembre, la route RN4 sera libérée. Nous allons décater, nous allons terminer la situation des routes RN4 et aussi les paisibles citoyens vont circuler librement. Il y aura des sanctions sévères. Les mêmes stations-là continuent à bloquer leur stock et pour faire la hausse des prix. Ils seront sanctionnés sévèrement parce qu'ils veulent chercher à créer des problèmes inutilement, des soulèvements inutilement. Or, il y a des stocks, mais ils veulent seulement créer des raretés inutilement. Et dans la province du Kasaï, une organisation de défense de droits humains dénonce la disparition de vaccins dans la zone de santé de Mikopé, dans le territoire d'Ilebo. Le coordinateur de l'Observatoire congolais pour la défense des droits humains indique que des doses ont été retrouvées dans la poubelle. Maître Hubert Goulandjoko dénonce également le détournement de médicaments et autres biens de valeur au poste de santé de Bassongo, toujours à Ilebo. Il exige des enquêtes indépendantes afin que les auteurs de ces actes soient sanctionnés. Le coordinateur de l'OCDH, Hubert Goulandjoko, au micro de Fabien Gouesh. Dans la zone de santé de Mikopé, l'OCDH a pu constater qu'au bureau central, il n'y a pas longtemps, au mois de septembre, il y a eu la disparition d'un ordinateur portable de la zone de santé. Et également, il y a eu virement des vaccins dans les postes de santé de Djilumbu. Comment expliquer qu'il y a une activité où l'État congolais débourse beaucoup d'argent et que les acteurs appelés à accomplir cette tâche arrivent à saboter les vaccins en les gardant à la maison délibérément juste pour se faire une santé financière et privant ainsi à certains de nos enfants les vaccins. C'est un acte condamnable, raison pour laquelle j'en appelle à la vigilance des autorités de la province pour qu'ils puissent s'investir et prendre des mesures fortes à l'endroit des auteurs. Mais il y a également les vols de médicaments et biens de valeur au centre de santé de référence de Bassongo. L'auteur, l'agent connu sous le nom de Kombe Matamashi, a été indexé, mais malheureusement, comme il a l'appui du bureau central, on l'a fait déplacer de ce centre-là sans aucune sanction ni blâme pour un autre centre de santé voisin, juste pour effacer les traces et les protéger. Et puis la situation d'Impox dans la prison centrale d'Angenga de Gemena, la surveillance est renforcée pour couper la chaîne de transmission à l'intérieur de cette maison carcérale. C'est le médecin-chef d'antenne du programme élargi de vaccination, Sudou Bangui, qui le dit. Il ajoute que l'action utile reste la vaccination de population carcérale et du personnel pénitentiaire. Écoutons le docteur Christian Etoza au micro de Fira
Pierre Akambou. Et les investigations ont permis que les échantillons soient prélevés et acheminés vers l'INRB. On a désinfecté la prison, ça profite à tout le reste des prisonniers. On a retiré déjà les malades du lieu où se trouve le malade, on les a mis à côté pour le soin et on a renforcé la surveillance. Maintenant pour les contacts, c'est-à-dire que pour les autres prisonniers et le personnel pénitentiaire, nous sommes en train de plaider pour la vaccination. C'est vraiment l'action ultime qui devra se réaliser dans un avenir relativement proche. Nous surveillons là-bas au quotidien. Nous sommes informés de ce qui se passe là-bas sanitairement au quotidien pour ne pas manquer des actions et on a renforcé ce qui se faisait déjà là-bas. Et puis la Sonal place encore 10 millions de francs congolais ce vendredi 29 novembre. Somme à gagner au jeu PMU. En plus de ce gros lot, il y a aussi de l'argent au jeu de grattage dénommé Simbi. Daniel Juvenal Kapadik est responsable marketing de la Société nationale de loterie. Il invite les parieurs à participer massivement au jeu pour gagner ces millions. On l'écoute. Pour cette semaine encore, il y a une cagnotte de 10 millions de francs congolais. Madame Isabelle, les gens ont suivi sur vos antennes les déclarations d'une jeune dame qui venait de gagner 31 millions de francs congolais. C'était vendredi passé puisque la cagnotte de 10 millions, on a mis en Suisse, la masse séparée et ça l'a amené à 31 millions. Pour ce vendredi encore, à la masse séparée, nous avons une cagnotte de 10 millions de francs congolais et nous aurons le 8 décembre les cagnottes de la masse commune qui vont pleuvoir. Nous vous gardons des surprises pour cette fin d'année. Nous allons vous l'annoncer dès que possible, mais nous vous disons d'avance et que c'est vendredi la cagnotte à la masse séparée pour le quintet bonus et 4 et de 10 millions de francs congolais. À part cela, Madame Isabelle, nous annonçons à tous ceux qui sont de nous suivre que la Sonal vient de lancer le carte à gratter. À l'époque, les gens avaient l'habitude d'appeler ça Dardar. Il y a d'autres qui ont appelé ça vite fait. Mais cette fois, cette tranche s'appelle Simbi. Vous achetez votre carte à 1000 francs congolais, vous grattez et vous avez, si la chance est de votre côté, vous gagnez 5 millions de francs congolais. En plus de cela, il y a d'autres lots intermédiaires à gagner. Donc, nos cartes sont presque partout disséminées à travers la ville de Kinshasa. Les cartes à gratter que nous appelons Longa Nationale, dont la tranche est dénommée Simbi. Et puis vous le savez, la première ministre Judith Suminwa participe au Medays de Tanger avec un fort accent sur l'investissement en République démocratique du Congo. Ce jeudi matin, elle a présidé une session spéciale à l'issue de laquelle les participants ont donné au micro de Top Congo FM les raisons de leur présence annoncée dans notre pays. Ils sont au micro de Christian Lusakweno. Les investisseurs ont toute la liberté de rapatrier le revenu de leurs investissements. Bien sûr que dans le secteur minier, qui est encore la principale branche économique dans le pays, le code minier dispose que le producteur, les entreprises minières doivent rapatrier, parce qu'ils vendent à l'extérieur, et qu'ils doivent rapatrier une certaine proportion de leur recette d'exportation, parce que le pays a besoin de bâtir son stock de réserves de change, qui est pour nous la meilleure protection contre, en période de choc exogène, ce que nous avons connu. Aujourd'hui, nous avons un stock de réserves de change. Comment le Maroc peut aller en Amérique latine alors qu'ici, à quelques mètres de lui en RDC, nous avons la même banane. Donc la perception que les gens se font sur la RDC est tout à fait autre. Donc le ministère a élaboré une stratégie de promotion des exportations pour démontrer à la face du monde que le meilleur endroit aujourd'hui où il faut venir investir s'appelle la République démocratique du Congo, parce que cet endroit-là va vous permettre de gagner non seulement les marchés africains, les marchés américains, les marchés chinois, les marchés indiens et plus tard les marchés européens, parce que l'Europe est en train de vieillir, toutes les terres européennes vieillissent, il n'y a que les 80 millions d'hectares de terres arabes de la RDC qui nourriront les mondes. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Depuis 2019, l'année où l'actuel président de la République est au pouvoir, et depuis plus ou moins 6 mois que madame la première ministre est ici, présente dans la salle,
nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens de l'amélioration du climat des affaires. Certes, le chemin est encore à parcourir, mais nous sentons que la volonté politique y est, parce que chaque fois qu'il y a des problèmes, que ce soit avec les ministres sectoriels, que ce soit avec la première ministre elle-même, que ce soit même avec les présidents de la République, nous nous consultons, nous posons nos problèmes, nous faisons des réunions et on arrive toujours à trouver des solutions adéquates par rapport aux problèmes. Investir en République démocratique du Congo, en quoi l'Angolais trouve-t-il opportunité en RDC? Les opportunités sont immenses, et surtout sur un domaine qu'on trouve plus pertinent de réfléchir, le fournissement de l'énergie électrique. L'Angola a un surflux assez important et avec des partenaires américains, on est en train de développer un projet qui a comme objectif amener l'électricité venant de l'Angola aux champs miniers à l'est du Congo. En quoi la RDC intéresse l'investisseur marocain que vous êtes? C'est simple, c'est parce que pendant des années on a regardé ailleurs et le sud-sud et la RDC regorge de beaucoup de choses que le Maroc importe déjà et des domaines dans lesquels le Maroc investit déjà. Alors ça va des mines mais surtout à l'agriculture. Et en matière d'agriculture, j'aime le rappeler que la surface totale des terres arabes du Congo est égale quasiment à la surface totale du Maroc. Donc c'est pour le Maroc une terre et d'opportunités et de solutions. Soyons concrets. Il ne s'agit pas d'importation vers le Congo, mais bien de production du Congo. Le Congo parle de diversification de son économie. Alors moi je dirais dans les deux sens, parce que si vous prenez l'exemple, allez, on va rester dans l'agriculture. La culture de l'avocat et de la pastèque, qui va être problématique au Maroc parce que nous n'avons pas d'eau. Moi j'invite les investisseurs marocains à produire au Congo pour exporter ailleurs, vers l'Europe, vers l'Afrique, et puis en même temps aussi à transformer au Congo. Pourquoi ne pas transformer ce qui se produit au Congo, parce que j'encourage le local content, pour ensuite distribuer dans le pays et puis aussi dans la sous-région. Y a-t-il beaucoup d'investisseurs marocains en RDC? Il y en a quelques-uns. Il y a deux gros institutionnels. Nous avons la Royal Air Maroc et nous avons la Bank of Africa. Il y a également Managen, mais c'est de manière un peu, je dirais, discrète aujourd'hui. Quel est le potentiel qu'a à gagner de sa participation au MEDE, la RDC? Un énorme potentiel. Comme vous le savez, le Maroc est un des premiers, si pas le premier investisseur africain en Afrique, en concurrence avec l'Afrique du Sud. Je pense personnellement que nous avons tout à gagner à une application massive des Marocains en RDC. Il faut l'encourager. Nous sommes ici également pour encourager la finalisation de la grande commission mixte qui va mettre sur le devant de la scène les 9 accords bilatéraux qui sont en cours de préparation. Des accords bilatéraux rédigés uniquement par le Maroc. Quid de la RDC? Oui et non, parce que lorsqu'il y a eu le projet d'arrivée de Sa Majesté l'année dernière, il y a 1 an et demi maintenant, certains accords ont été complétés par la partie RDC, mais bien sûr là-bas dans notre camp, il serait peut-être temps qu'on puisse s'y mettre et nous sommes là, nous en tant que privés, pour accompagner les institutions à aller de l'avant. Et en rapport avec ce forum économique de Tanger, les Médéis, vous suivrez avant la fin de ce journal le président de la Chambre de commerce Maroc RDC s'est y allé. Il est donc l'invité de la rédaction. Il répondra aux questions de Christian Lou-Sakweno. Permettre aux jeunes innovateurs d'améliorer la compréhension, la perception, la lisibilité et la visibilité de leurs innovations auprès des industries locales, des institutions publiques et des acteurs du changement d'un côté, et permettre aux petites et moyennes entreprises de mieux apprécier le potentiel des innovations par la découverte des pépites capables d'impulser le développement d'entreprises novatrices et à forte valeur ajoutée de l'autre. Tels sont les objectifs du Salon des sciences, technologies et innovations
l'innovation environnementale dont les portes sont ouvertes à Kinshasa. On y fait un tour avec Jean-Simon Makwala. Selon Cécile Martin-Phipps, directrice de l'IFDD, le projet développé dans le cadre de ces programmes vise à réduire notamment la pauvreté. Le salon que nous ouvrons aujourd'hui a pour vocation d'abord de permettre à vous, les jeunes innovateurs et jeunes innovatrices, de présenter leurs idées aux institutions publiques et aux investisseurs et de renforcer aussi votre visibilité pour un soutien entrepreneurial accru. Deuxièmement, d'encourager les entreprises à reconnaître le potentiel de ces innovations pour stimuler un développement économique durable et à forte valeur ajoutée. Troisièmement, d'inciter les institutions publiques à consolider cet écosystème pérenne pour la recherche et innovation et à bâtir des partenariats publics-privés autour d'un fonds d'investissement. Pour le délégué général de la RDC à la francophonie, Léandre Miema, l'innovation permet de transformer les défis en opportunités. Ce salon marque l'aboutissement d'un travail ardu et accompli. Des jeunes et des femmes, des véritables acteurs du changement. Soutenir les jeunes entrepreneurs, en particulier dans l'environnement, dans cette démarche qui est la nôtre, les États. Ces jeunes contribuent de manière particulière. Ce sont des jeunes, et particulièrement des jeunes francophones, des femmes francophones. Ils sont des moteurs de transformation apportant des idées nouvelles et des perspectives particulières. C'est pourquoi le projet piloté par l'IFDD en RDC au Cameroun dans sa phase de pilotage, a permis à des jeunes de bénéficier de leurs idées, de les transformer en projets concrets, apportant des solutions durables et innovantes aux communautés. Grâce à ces projets, 151 innovations environnementales ont été développées dans les secteurs cruciaux, à savoir l'agriculture, l'agroalimentaire, l'énergie, la santé, la gestion des déchets et bien d'autres. Et puis en sport, entrée en lice réussie pour la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior 2024. Je vous l'ai dit en ouverture de ce journal, les Léopards ont étrié l'Ouganda sur le score de 38-11 dans un gymnase du Stade des Martyrs complètement acquis à leur cause. Les Congolaises sont leaders de leur groupe avant d'affronter le Cameroun ce soir à 18h. Retour sur ce premier match de la RDC avec Jonathan Massiala. Un véritable chaudron. J'ai jamais joué dans une telle atmosphère. Logan Pinaluambo est impressionné. C'est la première fois que je joue dans une salle aussi mouvementée, une salle aussi ambiancée. Je suis fière et je suis contente de pouvoir jouer ici parce qu'on attendait ce moment depuis longtemps. On n'avait jamais eu l'occasion de prouver devant notre public et ça fait beaucoup d'émotions et on était très contente et moi personnellement très contente de rencontrer des supporters congolais. Comme on pouvait s'y attendre, le public a répondu présent dans le gymnase du Stade des Martyrs qui a refoulé du monde pour l'entrée en lice de la RDC dans sa Coupe d'Afrique des Nations. Une entrée en lice réussie pour les Léopards qui ont écrasé l'Ouganda sur le score de 38-11 grâce notamment à 8 buts de Kieni Anita. Une victoire convaincante face à un adversaire que les Léopards ont respecté, a indiqué leur coach Machi Clément. Beaucoup d'émotions en début de match, le temps de rentrer dans la compétition, de rentrer dans le match. On a perdu quelques ballons, on a fait quelques erreurs, mais on a respecté l'adversaire aujourd'hui et le public il est incroyable. On s'attendait à avoir de l'ambiance, on s'attendait à ce que ça bouge, à ce que ça danse. On s'attendait aussi à ce qu'on ait du mal à communiquer, du joueur envers les joueuses et ça a été le cas. 27 buts de différence, ce n'est pourtant pas le plus grand écart de la journée, car le Sénégal a infligé 30 buts d'écart au Kenya, battu sur le score de 39-9. Après le petit poussé du groupe, les choses sérieuses commencent pour les Léopards qui croisent ce soir à 18h le Cameroun, vice-champion d'Afrique en titre et qui a remporté son premier match contre la Guinée sur le score de 32-26. Notez que dans le choc de la journée d'ouverture, l'Angola, tenant du titre, a étrié la Tunisie sur le score de 36-23 dans le groupe de la RDC. 88.4 Top Congo FM. L'invité. La première ministre Judith Suminwa participe au May Days de Tanger avec un fort accent sur l'investissement en République démocratique du Congo. Ce jeudi matin, elle a présidé une session spéciale à l'issue de laquelle les participants ont donné au micro de Top Congo FM les raisons de leur présence annoncée dans notre pays. Parmi eux, le président congolais de la Chambre de commerce Maroc RDC Seti Allé. Il est l'invité de la rédaction. Il répond aux questions de Christian Lusakweno. Monsieur Allé Seti, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre de commerce RDC Maroc. Quel est l'intérêt pour la RDC à venir participer à ce genre de forum? Il y a d'abord un intérêt, je dirais, tout à fait visible, c'est de pouvoir être présent sur la scène internationale. Aujourd'hui, le Maroc est une destination aussi bien géopolitique que économique et financière. Vous n'ignorez pas que
Le Maroc investit dans plusieurs pays africains et nous sommes, nous, la RDC, sur les rangs pour pouvoir travailler avec le Maroc et bien sûr leur apporter également tout ce que nous pouvons faire. Principalement dans quoi ? De leur côté vers nous, il y a toute une expertise au niveau infrastructure, au niveau économique et financier, au niveau même géopolitique. Vous avez assisté ces derniers temps, notamment avec la visite du président Macron, à la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Ça démontre que le Maroc, au niveau diplomatique et géopolitique, est sur le devant de la scène. Aujourd'hui, quelles sont les entreprises marocaines présentes en RDC et est-ce qu'il y a aussi dans ce forum possibilité d'échange des entreprises congolaises au Maroc ? Absolument. Le Maroc est justement, vous savez, depuis un certain nombre d'années, il y a un fort tropisme subsaharien de la part des autorités marocaines et en premier lieu de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure, par exemple, au niveau des lignes maritimes directes entre la RDC et le Maroc, qui ne sont pas encore d'actualité, mais nous sommes là pour ça. Il y a également au niveau, bien entendu, minier, mais j'irais même au niveau agro-industriel. Nous avons un fort potentiel agro-industriel qu'il faut mettre en avant. Que fait la Chambre de commerce pour cela ? La Chambre de commerce est dans son rôle de lobbying et dans son rôle de protection des investisseurs marocains en RDC et dans le rôle d'information et de conseil des investisseurs congolais au Maroc. Protection des Marocains en RDC, conseil des Congolais au Maroc ? On ne protège pas les Congolais au Maroc ? Bien sûr que si, mais au niveau de la RDC, vous savez bien que ce qui rassurerait nos partenaires marocains, ce sont des lois spéciales. Comme vous le savez, en droit, les lois spéciales dérogent aux lois générales et c'est justement le propos de ces accords bilatéraux. Alors, vous connaissez la sempiternelle critique de ce genre de forum. On y insiste, mais au final, il y a peu de résultats. Quelle est la probabilité, selon vous, de conclusion de nouveaux contrats, d'arrivée de nouveaux investisseurs d'un pays vers l'autre ? Justement, là, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect politique et il y a l'aspect privé. Alors, au niveau politique, ce genre de forum est important parce qu'il y a une rencontre entre les autorités des deux pays. C'est très important qu'ils puissent se connaître et échanger sur les différents intérêts des deux pays. Au niveau privé maintenant, il appartient à nous, Chambre de commerce, et aux différents investisseurs, entrepreneurs privés, de pouvoir échanger, se connaître et puis conclure des accords. Bien entendu, ce qu'il faut faire en amont, c'est de pouvoir déjà échanger et lors de ce genre de forum, c'est de pouvoir conclure des partenariats, des protocoles d'accord suivis des faits, on l'espère. Ma question, c'était la probabilité de conclusion rapide. Est-ce que vous pensez que l'arrivée de la Première ministre ici, sur tous les sujets qu'elle a évoqués, peut nous dire de manière raisonnable que d'ici peu, il y aura plus de Maroc en RDC et plus de RDC au Maroc ? Écoutez, moi je pense qu'à partir du moment où le Premier ministre marocain s'est proposé et la Première ministre l'a invité à venir en RDC au premier trimestre 2025, je pense qu'on peut se baser là-dessus pour qu'il y ait un fort intérêt marocain en RDC et bien entendu aussi un fort intérêt des Congolais vers le Maroc. Je pense que c'est une découverte mutuelle. Bon, personnellement, le Maroc, ça fait plusieurs années que je le pratique et moi je suis personnellement très content qu'il y ait eu cette visite et cet échange. Monsieur Seti Allé, je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de commerce RDC Maroc. Je vous remercie. Merci, Christian. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Fin de ce journal, merci à King Munga, Myriam Bokechu, Ozé Manzanza et Théo Lusakeno pour leur concours rédactionnel. Merci aux équipes techniques son et vidéo, Chris Bouvoula pour la mise en onde, Patrick Mongongu, Dani Zayobi, Didi Bintika et Pascal Kalambay pour la diffusion sur nos plateformes numériques. Enfin, merci à vous tous de l'avoir suivi. On continue de parler économie dans Jeudi Éco dans un instant et ça sera avec Eric Ambago. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo.
Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. La publicité sur Top Top Congo FM 88.4, la fréquence utile.